Bienvenue dans Plus proche de vous, une série de portraits musicaux exclusifs de personnalités francophones locales qui font bouger les lignes. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Eh bien, bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission Plus proche de vous sur les ondes de Choc FM 105.1 et sur notre page YouTube en vidéo. Plus proche de vous, une initiative rendue possible, je le rappelle, grâce au Fonds canadien de la radio communautaire, est une série de 50 portraits de francophones locaux de la région qui font bouger les lignes, que ce soit en matière d'intégration, d'éducation, d'emploi, de culture, de sociabilité et bien d'autres choses encore. On a eu déjà la chance de dresser les portraits de nombreux francophones très influents, des artistes, des chefs d'entreprise, des chefs communautaires. Et aujourd'hui, c'est un auteur et un juriste que j'ai le plaisir d'avoir pour invité. Mon invité, c'est Junior Mandoko aujourd'hui. Bonjour Junior. Bonjour Guillaume, Ça va bien? ça va très bien et chez toi, comment ça se passe? Ça va très bien, on est ravis d'être avec toi. Junior, toi et moi, nous connaissons depuis maintenant plusieurs années et tu as Exactement. eu pour différentes casquettes l'occasion de te frotter à la coopérative radiophonique de Toronto. On y reviendra probablement dans le cours de l'entretien. Mais comme le veut la tradition, je vais commencer par te demander de revenir en arrière et de nous rappeler d'où tu viens, où tu es né, quelles sont tes racines. D'abord, merci pour l'émission, Guillaume. C'est une très belle initiative. Ça nous permet naturellement de pouvoir parler de nous et puis de parler un peu de ce que nous faisons dans un cadre un peu beaucoup plus relax. Alors, pour parler de moi aujourd'hui, je dirais que je m'appelle Junior Mandoko, je suis d'origine africaine, de l'Afrique centrale, plus précisément de la République démocratique du Congo. Oui. Et je suis natif de Kinshasa, donc je suis né à Kinshasa. Et je suis arrivé ici au Canada pour étudier. Et voilà, donc Et voilà, tu es mes arrivé origines sont il y a déjà assez longtemps, je crois que c'était en 2007 si mes recherches sont exactement, exactes. exactement. Je suis arrivé ici au Canada en 2007. Et dès que je suis arrivé ici, comme je l'ai dit tantôt, c'était d'abord pour étudier. J'ai commencé au Collège Boréal et après ma graduation au Collège Boréal, je suis allé à York, Glendon. J'ai gradué à Glendon et puis par après, je suis allé à l'Université Laval à Québec, Québec. Des institutions du monde de l'éducation que l'on connaît, mais dont on retrouvera probablement les noms, en tout cas pour ce qui est du Collège Boréal un petit peu plus tard, parce que je crois qu'aujourd'hui tu enseignes à Boréal, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Donc, je suis chanceux d'avoir été étudiant et puis par après, aujourd'hui d'être enseignant au Collège Boréal. Ça me fait énormément plaisir. La boucle est bouclée. Alors, Exactement. on va commencer pour briser la glace, mon cher Junior, par écouter un bref extrait de ta première sélection musicale et peut-être que ça va nous permettre de nous plonger un petit peu dans le début de ton parcours. Tu as choisi Fatimata avec le titre Rumba. Pourquoi ce choix? En fait, c'est une chanson qu'aimait mon père. J'ai pensé à lui. Je pense souvent à lui en écoutant cette chanson. C'était une chanson que mon père aimait bien jouer les dimanches à la maison parce que les dimanches, c'était souvent la journée dominicale où tout le monde se retrouvait en famille. Et pour nous, à la maison, le père jouait souvent de la musique à la maison. Et parmi ses chansons préférées, il y avait cette chanson. Et à chaque fois que je l'écoute, ça me fait penser à cette période de ma vie, cette enfance que j'ai passée avec mon père. Et ça me permet naturellement d'aller en arrière pour revoir en fait ces différents moments assez particuliers qu'on a passés en famille avec le parent, donc mon père et ma mère. Et voilà, donc c'est vraiment une chanson qui a beaucoup de souvenirs pour moi. Alors voilà, un retour sur les traces de l'enfance, Junior Mandoko avec quelques notes de Fatimata et le titre Rumba tout de suite. Merci. Fatimata,
Je suis touché, mais je te pardonne. Fatima Tae, oh ma belle, oh ma belle. Rumba music. Ta façon d'aimer, c'est pas joli, c'est pas gentil, façon comme ça. Ta façon d'aimer Doudoué, c'est pas joli, c'est pas gentil, vraiment Fadi. Ta façon d'aimer chérie. Merci Junior pour cette première sélection musicale. Tu le disais, donc originaire d'Afrique centrale, tu es arrivé ici au Canada en 2007 pour faire tes études. Est-ce que c'était un choix conscient pour toi que de choisir le Canada ou comment s'est passée la sélection et aussi est-ce que ensuite tu avais déjà l'idée d'y rester ou est-ce que tu es tombé en amour avec le pays? Ben, en fait, moi, l'idée ne c'était pas forcément de rester au Canada parce que ben, je me disais, après mes études, c'était pour rentrer au pays. Et mon père, personnellement, me disait très souvent que tu dois travailler pour le Congo. Et c'était ça, en fait, mon objectif principal. Je me disais, après mes études, je devais rentrer au Congo. Mais au fur et à mesure que les temps passaient, je suis tombé amoureux du Canada. Donc, le Canada m'a accueilli comme, ben, je dirais, euh, citoyen, par exemple. Et ben, ça m'a permis encore de pouvoir connaître le pays, le Canada. Et du coup, je me suis intégré dans la société canadienne. Et voilà, donc c'est venu comme ça. Ce n'était pas en fait un objectif du départ de rester ici au Canada. Et ben, vous savez, dans la vie, il y a des fois, on peut avoir en tête une idée. Et puis, au fur et à mesure qu'on évolue, cette idée peut changer pour ben, devenir autre chose. Donc, c'est dans ce cadre-là que je suis resté ici. Et j'ai eu la chance aussi d'obtenir des bourses qui, naturellement, m'ont permis, après les collèges, de continuer à l'université. Et ben, voilà, donc c'était quelque chose qui n'était pas vraiment planifié de rester ici. Un alignement des planètes, comme on peut dire parfois. Est-ce que Junior, tu veux nous parler de tes études, de la période des études, justement? D'abord, quelle était la spécialité ou quelles étaient les spécialités que tu as étudiées, que tu as suivies d'abord à Collège Boréal et puis ensuite tu as mentionné Glendon, l'Université de York et pour finir, tu es allé donc à Québec? Oui, à Québec, à l'Université Laval. En Laval. fait, au Collège Boréal, j'avais fait un programme général d'arts et sciences. C'était un programme qui m'est préparé à faire l'université et j'ai planifié donc commencer mes études en droit à En droit, l'université. d'accord. Oui, Donc, tu avais déjà dès le départ cette idée de devenir juriste. C'était un peu un rêve d'enfance. Est-ce que ça vient, exactement. ouais, Exactement. ça vient ça là aussi de ta famille? Est-ce que tes parents, est-ce qu'il y avait des juristes dans la famille ou est-ce que Il y c'était a- toi qui étais très attaché à la loi, à la justice? ben, bah, je pourrais dire, dans ma famille, il y a des juristes. J'ai des grands frères qui sont des juristes. Et aussi de moi-même déjà, depuis que j'étais petit enfant, j'avais ben, cette envie, ce désir de justice. J'étais cette personne qui aimait bien prendre la défense des autres. Donc, même mes frères savent que j'étais toujours le frère qui défendait les autres. Quand il y avait un problème, je me situais, je me mettais toujours derrière les victimes ou la personne la plus faible. J'essayais toujours de défendre la cause des gens faibles. Et c'est quelque chose qui a grandi en moi. Et j'ai eu la chance d'avoir des grands frères qui ont aussi fait le droit. Et ben, pour moi, c'est une inspiration parce que lorsque tu as des grands frères dans la famille, qui ont fait quelque chose que tu aimerais bien faire, ça te pousse encore, ça te motive encore de pouvoir aller plus loin, de faire comme eux. Alors, quand je suis arrivé ici, le Collège Boréal m'a permis d'intégrer le système éducatif canadien.
et naturellement de pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Et par après, ben, je me suis dit, ben, j'étais prêt pour affronter l'université. Tu as eu une spécialité à l'université. Est-ce que le droit ici, tu parles à quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, surtout en droit canadien. Alors, est-ce que tu t'es spécialisé plutôt dans le droit pénal, dans le droit à la personne? En fait, moi, je me suis spécialisé en droit international parce que, ben, comme je le D'accord. disais tantôt, l'objectif, c'était pas de rester forcément ici au Canada. Alors, le droit international, c'est un droit qui est applicable dans le système international. Les Est-ce que ça veut dire que relations, c'est un droit, excuse-moi de t'interrompre, mais encore une fois, je n'y connais pas grand-chose. Est-ce que ça veut dire que le droit international est en quelque sorte enseigné un petit peu de la même manière à travers le monde, dans tous les pays? ben, le droit international, c'est pas forcément enseigné de la même manière, mais c'est un droit qui s'applique de la même manière parce que ça régit en fait le système international, les relations entre États et aussi avec ces déplacements. Aujourd'hui, on parle des déplacements des individus d'un État à un autre. Vous allez voir, par exemple, ben, si je prends l'exemple de l'immigration, par exemple, vous allez voir qu'un individu qui vient d'un pays, d'un autre pays et qui veut immigrer dans un autre pays, donc cet individu est un sujet du droit international parce qu'en lui, déjà, il y a plusieurs identités qui entrent en jeu et c'est dans ces cadres bien spécifiques que le droit international va s'appliquer. Il y a aussi ben, le rapport étatique ou la diplomatie entre les États qui est naturellement régi par le droit international. Il y a les conflits. Par exemple, vous voyez, actuellement, il y a un conflit assez ben, connu entre la Russie et l'Ukraine. Oui. Et ces conflits qui touchent des États et qui va même au-delà de ces des États, s'il faut résoudre, s'il faut résoudre ces conflits, par exemple, on aura besoin du droit international pour essayer de ben, tenir compte de certaines particularités et ben, des rapports qui pourraient naturellement pouvoir stabiliser le système international. Alors, c'est à ce niveau-là, c'est beaucoup plus au niveau des relations entre États. Il y a aussi des individus, comme je disais tantôt, qui peuvent quitter d'un État à un autre, qui deviennent naturellement des sujets du droit international. Il y a aussi les organismes internationaux, par exemple, les organismes internationaux qui aussi sont régis en fait par le droit international. Alors, moi, c'est ce que j'ai fait comme spécialité au niveau de l'université. Et aussi, j'ai fait des études internationales. Ça, c'est beaucoup plus l'aspect ben, de la vie internationale, de relations internationales, la diplomatie et la stratégie pour naturellement comprendre comment le système international fonctionne. Alors, tu as mentionné dans tes exemples le thème de l'immigration, des immigrants, et on présente évidemment toujours le Canada, à juste titre, comme un pays d'immigration, et qui puisait notre ville de Toronto comme probablement une des villes les plus multiculturelles. On sait, il y a plus d'un habitant sur deux qui n'est pas né sur le territoire qui se trouve aujourd'hui à Toronto. Toi-même, comment est-ce que tu as vécu les premières années, ton expérience d'immigrant? Quels ont été tes sentiments et tes observations sur cette terre d'immigration que l'on présente? Est-ce que tu avais l'idée, est-ce que tu avais la connaissance de toutes les opportunités que représente le Canada en partant? Est-ce que tu savais que c'était à ce point-là un pays d'immigration? Ben, au départ, je savais que le Canada était un pays d'immigration. Ça, c'est au départ. Ben, par contre, ben, j'ai découvert que c'était un pays, ben, je dirais, accueillant en termes d'immigration. C'est un pays qui accueille assez facilement les nouveaux arrivants. Il y a beaucoup d'opportunités. C'est un pays d'opportunités, en fait. Il y a beaucoup d'opportunités au Canada. Et ben, comme je l'ai dit tantôt, au départ, je savais bien que c'était un pays qui acceptait l'immigration, donc les immigrants. Et une fois arrivé ici, ben, je suis francophone à la base. J'ai atterri à Toronto dans un milieu anglophone.
Certes, l'intégration n'était pas du tout facile parce que je devais m'adapter, apprendre l'anglais, la langue et tout, mais quand même, la diversité de la ville de Toronto, le multiculturalisme m'a permis naturellement de pouvoir me retrouver dans la ville. Il y avait des francophones, il y avait des gens d'un peu partout et ça m'a permis facilement de pouvoir euh, trouver des repères au sein de la communauté. Et est-ce que tu as justement rencontré des individus qui t'ont servi en quelque sorte de mentor dont tu te rappelles aujourd'hui? Ou est-ce que tu as fait des découvertes comme ça, des rencontres qui ont, tu as le sentiment qu'elles ont peut-être changé ta vie ou qu'elles l'ont fait évoluer? C'est parfois le cas. C'est une question que je pose souvent. Dire que j'ai trouvé des mentors, c'est un peu difficile de le dire parce que pour moi, mon mentor, ça a toujours été mon père. Oui, parce que lui, c'est mon modèle. Euh, ben, il y a ma mère aussi qui m'aide souvent avec des conseils et tout. Moi, c'est mon père en fait, parce que je dirais pas que je ne me suis pas servi des autres pour pouvoir m'orienter, mais je n'ai pas eu vraiment une personne particulière qui m'a aidé, qui m'a servi des mentors en fait. J'ai la chance d'avoir eu un père qui était assez rigoureux et qui était là pour chaque fois me dire, tu es là pour quelque chose, tu dois atteindre tes objectifs. Et une autre question que je pose assez souvent, c'est, fort de ton expérience maintenant, après toutes ces années, quel serait le conseil ou quels seraient les conseils que tu prodiguerais à un jeune arrivant qui, comme toi, il y a plusieurs années, pose ses valises ici, en tant que francophone, dans un milieu anglophone? Est-ce que tu as le souvenir de quelques étapes essentielles que tu as parcourues? Ça va dépendre de là où le nouveau arrivant, la personne qui arrive atterrit, si c'est à Québec ou au Québec, ce serait peut-être une autre réalité. Si c'est en Ontario, je dirais d'abord avoir la maîtrise de la langue. Donc, l'anglais, c'est très important parce que ça permet naturellement de pouvoir s'intégrer dans euh, le secteur économique pour travailler. Comme bilingue, on a toujours beaucoup d'avantages. Le bilinguisme, c'est quelque chose qui est toujours mis de l'avant. Je dirais d'abord la maîtrise de la langue et puis par après, d'avoir la tête sur les épaules parce que c'est un parcours. Ça va petit à petit. Il ne faut pas être pressé dans la vie. Il faut aller mollo mollo. Il faut toujours rester concentré, avoir des objectifs assez précis, travailler dur et savoir se faire entourer parce que c'est très important. Parce que l'entourage peut être la source de ta réussite comme la source de ton échec. Alors, une fois que tu es bien entouré, ça va naturellement te permettre de pouvoir inspirer les autres et d'être inspiré par les autres. Et l'entourage, ça va naturellement te permettre de pouvoir réaliser certains de tes rêves. Donc, la patience, le travail et je dirais l'entourage aussi, c'est très important pour quelqu'un qui vient comme moi, qui vient tout fraîchement d'arriver à Toronto ou en Ontario. Eh ben voilà, voilà des beaux conseils et beaucoup de sagesse dans ces premières minutes de l'émission Plus proche de vous. C'est le principe de ce qu'on essaye de vous donner également quelques belles idées, quelques leçons de vie tirées de l'expérience inspirante de nos invités. Euh, des leçons de vie très positives que celles que tu viens de nous donner. Et ça tombe bien parce que le deuxième extrait qu'on va écouter s'appelle Tout va bien. C'est Lokwa Kanza. Quelques mots sur cet extrait? Tout va bien, c'est la chanson que j'aime bien écouter le matin. Parce que tu sais, Guillaume, euh, être positif dans la vie, c'est quelque chose de très important, peu importe la situation. Et tout va bien, c'est une chanson qui me rappelle toujours, même si ça ne va pas aujourd'hui, demain ça va aller. Même si ça ne va pas le matin, après-midi ça va aller. Donc tout va bien, c'est juste un message positif que j'aime bien passer. Donc c'est une chanson qui me motive chaque matin quand je l'écoute. Ça me permet d'avoir une pensée positive par rapport à la journée, me dire que ça va aller.
Alors voilà, des bonnes vibrations positives, tout va bien. Un extrait tout de suite, c'est Loqua Kansas sur Choc. Je me lève le matin, le cœur uni à l'univers, plexus solaire comme un refrain, temps d'une pause sur mes calvaires, chant de rose dans ma tête, envie d'embrasser l'inconnu. Merci pour ce beau choix, mon cher Junior. On est toujours dans l'émission Plus proche de vous avec Junior Mandoko. On avance un petit peu dans le temps, si tu veux bien, Junior. À la suite de tes études, donc tu pars à la fin de tes études à Québec, à l'Université Laval. Tu décides quand même de revenir en Ontario tout de suite ou est-ce que tu t'installes un petit peu à Québec? En fait, j'ai quitté après ma graduation à l'Université de York. Je suis allé directement faire une maîtrise en droit à l'Université Laval. Et là, je suis allé pour 2 ans. Et après ma graduation, j'ai eu une opportunité de travailler au Collège Boréal en tant que concepteur pédagogique. Et du coup, je suis rentré. J'ai commencé à travailler à temps partiel. J'ai participé à la conception du cours. Je pense bien que c'était le programme des paix et conflits ou conflits et paix et conflits. Donc, j'ai conçu le plan de cours dans ces programmes. J'étais censé normalement commencer à enseigner directement. Il y a eu, je dirais, mon emploi du temps ne me l'a pas permis parce qu'en même temps, j'étais en train de faire un stage. Alors, voilà, donc je suis revenu ici à Toronto, c'était surtout pour commencer à travailler directement. Et j'ai voulu aussi continuer à pratiquer mon anglais parce que Québec, c'est seulement le français. Alors, pour moi, c'était important de pouvoir évoluer aussi dans un milieu anglophone. Alors, tu commences dans le milieu éducatif, toujours autour de ta spécialité, le droit, évidemment. Et puis, donc, tu es aussi essayiste, tu es chercheur, essayiste, tu rédiges un certain nombre d'ouvrages. Est-ce que cette volonté d'écrire est née avec ton installation ici au Canada ou est-ce que c'est aussi, là aussi, peut-être un rêve que tu avais toujours? Ben, je dirais c'est un rêve que j'avais toujours. Et dans ma famille aussi, il y a mon père qui a écrit. Il y a mes D'accord. oncles. J'ai des oncles qui écrivent. J'ai la chance d'avoir de bons modèles au sein de ma famille, du côté de mon père comme du côté de ma mère. Donc, j'ai des gens qui écrivent. Et mon père m'apprenait déjà depuis quand j'étais à l'école primaire. J'avais des bouquins que j'achetais à l'école. Et mon père m'a demandé de lire très souvent. Et c'est de là qu'est partie cette envie de lire. D'abord, c'était la lecture simplement. Et puis par après, lorsque je suis arrivé ici, euh, d'ailleurs, j'avais dit même à mon frère, à mon grand frère, que je vais publier un livre un jour. C'était juste comme ça en blaguant avec lui parce que j'étais en train de lire un roman. Et puis par après la lecture, ça m'a tellement motivé, je me suis dit, bon, tiens, un jour, je dois publier un livre. Et c'était passé comme ça, c'était juste en blaguant. Et j'ai fait un travail de recherche à l'Université Laval. Oui. C'était un travail de fin de cycle pour ma maîtrise en droit. L'idée n'était pas de publier un livre, c'était juste un travail de recherche. Et au regard de la pertinence du contenu du travail que j'avais soumis, il y a ma directrice qui m'a proposé si j'étais intéressé à le publier comme livre. Et j'ai dit, tiens, c'est intéressant parce que c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé. Et c'est parti comme ça. On l'a publié d'abord à l'université parce que mon premier livre est placé en bibliothèque de l'université.
Et voilà, donc c'est venu comme ça. Mais avant ça, j'ai participé à un recueil de poèmes à l'Université de York, à Glendon. Nous avions une association des étudiants africains, donc d'origine Oui, oui. africaine. Et au sein de l'association, nous avons publié un recueil des poèmes. Et là, j'avais signé un titre, Elo Kwamakasi. Ben, ça, c'est en lingala. C'est une langue locale de la République démocratique du Congo qui veut dire tout simplement quelque chose de fort. Et dans ces poèmes, je parlais souvent de l'attachement que j'ai, par exemple, à mes origines, à ce que je suis, à mon identité. C'est Et important, justement, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve souvent au cours de ces entrevues de plus proche de vous avec des gens qui viennent de partout dans le monde, l'attachement aux racines culturelles, aux racines familiales. Tu parles beaucoup de ton papa et je pense que c'est quelqu'un qui compte énormément pour toi et ta maman aussi. Mais parfois, en tant qu'immigrant, la distance fait qu'on s'éloigne un petit peu ou on a tendance à avoir le sentiment qu'on perd un certain nombre de référents, de racines ou qu'on on oublie comment ça se passe dans notre pays d'origine. Et quand on y revient, on a peut-être ce sentiment d'être un petit peu décalé par rapport à une réalité qui a évolué sans nous. Euh, exact. comment est-ce que tu fais pour cultiver justement tes racines et te souvenir de ce qui compte pour toi de ton pays d'origine? Ben, moi, ben, je suis l'actualité, par exemple, de ce qui se Ouais, passe ouais. chez moi, parce que je pense toujours que j'ai quelque chose à faire pour aider la population, par exemple, les gens. Euh, j'ai eu la chance d'avoir, je ne cesserai jamais de le dire, des parents qui m'ont enseigné certaines valeurs familiales, par exemple, l'attachement à la famille, le respect, par exemple. Ce sont des valeurs qui me poussent chaque fois à penser à tout ce qui m'est cher, à mes êtres chers, par exemple, mes frères, mes soeurs, tout le monde. Et aussi, par rapport à la distance, je sais que c'est pas facile parce que je suis un peu loin de ce qui se passe sur le terrain, mais quand même, à travers la musique que j'aime bien aussi, ça me permet naturellement de pouvoir être en contact avec ce qui se passe, avec la culture, avec tout ce qu'il y a comme nouveauté, par exemple. Donc, ce sont ces différents éléments qui me permettent de pouvoir rester attaché à ce que je suis, à ma culture, et naturellement à pouvoir la partager aussi avec les autres. Parce que je pense que en étant ici au Canada, j'ai aussi certaines valeurs que je pourrais partager avec le Canadien, avec les gens qui ne connaissent pas en fait ce que je suis moi. Je pourrais aussi partager avec eux certains éléments de ma culture et apprendre d'eux aussi parce que c'est un échange culturel. Donc, on est en train d'apprendre. Moi, j'apprends des autres et je voudrais aussi que les autres puissent apprendre de ce qui y a mieux, de ce qui y a meilleur en moi. Alors, tu as mentionné évidemment la musique qui nous intéresse particulièrement sur Choc FM 105.1 et tu nous fais découvrir, en tout cas, tu me fais découvrir un troisième extrait avec Fally Ipupa, si je prononce bien ce nom. Et Oui, c'est bien correct. le titre s'appelle Un coup avec Dajuvat. Alors, je ne Avec connais Dadju, je m'excuse, avec Dadju. avec Dadju, oui, 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 Dadju. Alors, je je connais pense Dadju, que tu le oui, bien connais, sûr. Dadju. Bien sûr, je connais Dadju. Mais il est Euh, d'origine congolaise, mais d'ailleurs. d'accord, d'accord, oui, c'est ça. Alors, parle-moi justement un petit peu de ce titre. Et c'est un titre relativement récent, là aussi, je pense. Peut-être que Ouais, c'est un les titre auditeurs récent. ne connaîtront pas. Pourquoi ce choix? Ben, en fait, c'est un titre récent parce que, en fait, la chanson, elle est romantique et c'est une chanson, ben, de nature, je suis quelqu'un qui est romantique. J'aime bien, d'ailleurs, je suis en train d'ailleurs de rédiger un recueil de poèmes qui sera beaucoup plus orienté vers l'amour, euh, l'amour du prochain, l'amour de l'autre.
Et cette chanson est une chanson qui parle de l'amour entre hommes et femmes. Ça parle de l'affection entre hommes et femmes. Et puis, c'est un vendredi, je pense que naturellement, après l'émission, ben, peut-être que Guillaume a un rendez-vous avec madame au restaurant, par exemple. C'est juste cette image-là que je voudrais passer à travers l'émission. Donc, c'est une chanson assez intéressante. Je l'aime bien. Je l'écoute très souvent dans ma voiture. Et comme c'est un vendredi, je pense que c'est l'occasion de pouvoir y penser pour sortir madame, ne fût-ce que pour un petit resto. Alors, Fally Ipupa et Dadju tout de suite, troisième extrait choisi par mon invité Julien Mandokos. Je vais chanter pour te soigner. Je vais chanter pour te soigner. Invitez-moi chez toi ce soir. Laisse-moi te faire ce que tu aimes. Bien, bien. C'est qui s'en a aucun dodo. L'amour que je te porte n'a pas de limite. Tu seras ma maman, tu seras ma chérie. Je te suis, tu me fuis. Je te fuis, tu me suis. Juste une nuit pour me sentir près de toi. Laisse-moi t'aimer comme on t'a jamais aimé. Je suis tombé amoureux d'un coup, d'un coup, d'un coup. Un coup, un coup, un coup. Babenaka, un coup. Un coup, un coup, un coup. Un coup, chaos technique. Un coup, un coup, un coup. Trop de plaisir. Un coup, un coup, un coup. Bonayoka, moi, goût. Merci pour cette nouvelle sélection, mon cher Junior. Tu as parlé de poésie, c'est un domaine qui est quand même, à mon sens, en tout cas dans mon imaginaire, diamétralement opposé de la rigueur de la justice. Malgré tout, donc, tu as été co-auteur du recueil de poésie Être noir au Canada, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce que le livre est toujours édité ou est-ce qu'on peut le retrouver en passant? Bonne question. Je pense que le livre est à la bibliothèque de l'Université de York, à Kiel. OK. Ben, en fait, je suis pas, j'étais co-auteur du livre. Je n'ai pas assez de renseignements sur le livre, mais je pense bien, si vous allez au site de l'université, de la bibliothèque de l'université, je pense que c'est l'université Leslie Ouais, Library. ouais, Oui, ouais, ouais. oui. Donc, je pense que vous pouvez les retrouver. Anthology of African Poetry. Oui, donc les livres doivent être disponibles à la bibliothèque. Mais en passant sur ce thème-là, être noir au Canada, et évidemment en ayant en tête le mouvement Black Lives Matter et toutes les luttes contre le racisme et contre les discriminations que l'on connaît de ces dernières années, est-ce que tu as le sentiment, toi, que les choses ont évolué depuis ton arrivée au Canada? Est-ce que tu vois, tu perçois une évolution positive dans la société? Est-ce qu'il y a encore des défis à relever? Ben, je dirais qu'il y a des défis à relever parce que l'évolution est très lente. Il y a des défis à relever au niveau service policier, par exemple, au niveau de la police. Je dirais même au niveau, euh, je dirais dans tous les secteurs de la société. Donc, il y a vraiment des choses qu'il faut faire pour faire avancer les choses dans le bon sens parce que le racisme, il est systémique, il est dans le système. Et des fois, il n'est pas visible, mais on le sent quand même. À certains niveaux, on sent qu'il y a le racisme qui existe. Et je pense bien qu'à ce niveau-là, il faut beaucoup d'efforts, il faut des politiques rigoureuses pour naturellement mettre fin au racisme. Parce que je suis de ceux qui pensent que nous sommes des humains. Il n'y a qu'une seule race dans ce monde, c'est la race humaine. Au-delà de nos différences, certes, même dans une famille, il y a des différences, mais nous sommes tous le même. Donc, il y a des choses qu'il faut faire pour que les choses avancent. Et je ne suis pas d'accord, je ne pourrais pas dire que ça va. Je ne pourrais pas dire que ça va parce que il y a encore beaucoup à faire.
Ouais, ouais, le modèle de l'intégration, certains essayent de montrer en tout cas que Toronto, ville très multiculturelle, peut-être la plus multiculturelle au monde, serait en quelque sorte un modèle d'intégration réussi, mais tu penses qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir? Exactement. Je pense qu'il y en a encore beaucoup parce que ce n'est pas encore fini. Il y a toujours des actes racistes qui se font tous les jours, au travail, sur la route, un peu partout. Les gens sont toujours victimes des actes racistes. Et à ce niveau-là, comme je l'ai dit tantôt, c'est tout le monde qui devrait normalement s'impliquer pour que ça puisse changer parce que euh, la race, c'est la seule race, la race humaine. Nous sommes les humains, à la différence des animaux, nous sommes des êtres dotés de la raison. Nous avons cette capacité de distinguer le bien et le mal. Alors, nous devons privilégier ce qui est raisonnable, ce qui est rationnel, en lieu et place de ce qui est irrationnel. Et pour moi, le racisme est irrationnel, d'autant plus qu'il est basé sur la race, la couleur de peau. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en fait. Je n'ai pas choisi d'être né noir, de naître noir, et personne n'a choisi d'être né ce qu'il est, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui est venu comme ça. Et ça ne devait pas être le fondement d'une certaine discrimination ou d'une certaine injustice. C'est la même chose que je considère même pour les droits de femmes. Alors justement, on va en parler dans un instant, mais encore des paroles pleines de sagesse et de bon sens que tu nous offres là, mon cher Junior, merci. Mais toi on t'a découvert juriste, on t'a découvert poète, on t'a découvert même romantique à l'occasion. Mais revenons sur l'aspect justice et juriste de ton travail, qui est quand même le centre de ce que tu fais. Euh, tu luttes depuis longtemps pour les droits des uns et des autres, les droits peut-être des plus faibles d'entre nous, des opprimés. Euh, et tu as écrit un ouvrage sur la condition féminine intitulé Les droits des femmes rurales en Afrique subsaharienne, là encore en référence évidemment à tes racines personnelles. Les droits à deux vitesses, c'est le sous-titre de cet ouvrage. Est-ce que tu veux nous expliquer dans quel cadre tu as rédigé cet ouvrage et quel était son objet en quelques mots? En fait, pour être bref, ce livre est un essai en fait qui était publié à l'université. C'était pas censé être un livre. C'était un essai, c'était un travail de recherche qui s'est transformé en livre publiable. Et c'est pour susciter le changement social. Parce que moi, je considère que l'homme comme la femme sont des êtres humains, ont le même droit, doivent naturellement bénéficier des mêmes possibilités, mêmes chances pour s'épanouir, par exemple. Et en faisant mes recherches, j'ai découvert que dans le milieu rural, en Afrique subsaharienne plus particulièrement, les femmes et les hommes ne bénéficient pas de mêmes droits. Et pourtant, ce sont les femmes qui font presque tous les travaux. Les travaux ménagers, ils font dans les champs, c'est eux qui font, s'occupent des enfants, par exemple, c'est eux qui supportent la communauté. Euh, En contrepartie, elles ne bénéficient pas de tous les droits. Elles peuvent avoir le droit d'user de la terre, par exemple, utiliser la terre, sans pour autant avoir la possibilité d'avoir un titre de propriété, donc d'en posséder. Alors, à ce niveau-là, j'ai vite considéré qu'il y avait des problèmes. Il y avait un problème. Il fallait proposer, il fallait suggérer des moyens pour naturellement provoquer ou déclencher un changement social. C'est la raison pour laquelle ce livre a été publié. Le livre est subdivisé en deux parties. Il y a la première partie où j'ai décrit la situation sociale, économique et voire même politique de ces femmes. Et la deuxième partie, je fais des propositions, des solutions, parce que comme je l'ai dit tantôt, l'objectif est de déclencher un changement social. Et aussi parce que je considère que une fois que la situation sociale ou l'amélioration de la situation sociale de ces femmes sera faite, ça va permettre naturellement à l'Afrique tout entière de sortir de la faim, parce que ce sont ces femmes qui font le champ. Si on leur donne la possibilité
de posséder des vastes étendues des terres, par exemple, elles pourront naturellement euh, développer leur agriculture, être des entrepreneurs, par exemple, et par conséquent, lutter contre la faim de manière convenable. Intéressant. Alors, on peut dire peut-être pour résumer en formule que l'avenir de l'Afrique appartient aux femmes ou passe par les femmes. Passe par les femmes. Je ne dis pas seulement appartient aux femmes, sinon les hommes ne seront pas contents. Je dis ça passe par les femmes parce que la majorité de la population africaine aujourd'hui est constituée de femmes. Oui, absolument, absolument. Ouais. Et puisqu'on est sur ce thème-là, quel est ton avis sur l'évolution du droit des femmes en deux mots? On a vécu un certain nombre de bouleversements. On pense au mouvement MeToo, on pense à des changements de paradigme, en tout cas dans l'Occident, au Canada notamment, mais pas seulement. Est-ce que tu as le sentiment après tous ces mouvements, la société a vraiment changé ou est-ce que le souffle est retombé et qu'on est reparti vers les mêmes vieilles mauvaises pratiques? Ben, je dirais, comme je l'ai dit pour le racisme, parce que le sexisme et le racisme, ce sont des, je pourrais dire, des voisins. Ouais. Oui, donc comme je l'ai dit pour le racisme, c'est la même chose que je dirais pour le sexisme, parce que pour moi, la discrimination fondée sur le sexe, l'identité sexuelle d'une personne est une forme d'injustice qui ne devrait pas avoir lieu à nos jours, par exemple. C'est vieux. Et toi qui es On est vieil, en spécialiste, fait. toi qui es spécialiste en droit international, est-ce que tu es de ceux qui pensent que ce type de grands principes, en France, on a la Déclaration des droits de l'homme qui a été aussi adoptée par l'Organisation des Nations Unies, mais est-ce que tu penses que c'est réaliste que tous les pays du monde puissent se conformer à un certain nombre de droits fondamentaux, de principes fondamentaux comme ceux dont on parle, le droit des femmes, le droit à l'équité, la lutte contre le racisme, l'égalité entre tous les peuples, entre toutes les races? Oui, mais moi, je pense que, vous savez, il y a une chose que j'ai souvent dite, parce que je pense que le texte juridique doit s'accompagner des politiques. Parce qu'un texte juridique, c'est écrit sur un texte, c'est écrit, mais ça doit être accompagné en fait des politiques, ça doit être accompagné des actions concrètes. Parce qu'une loi, elle n'est pas faite pour seulement être dite, elle est faite pour être appliquée. Et quand on Alors, voit, je pense que j'ai écouté il y a peu de temps une chronique autour d'un pays, l'Ouganda, où le président semble avoir promulgué une loi anti-homosexuelle, c'est le nom de la loi, oui. anti-homosexuelle 2023, extrêmement dure, extrêmement violente. On est en plein mois des fiertés ici au Canada, un pays accueillant et bienveillant pour les communautés LGBTQ+. Comment est-ce que tu penses qu'en 2023, c'est encore possible ce genre de choses? Ben, tu sais, il y a une chose, parce que l'évolution du droit, l'évolution du monde doit aller aussi avec l'évolution du droit. Parce que je pense que euh, en tant que société, par exemple, parce que le droit n'est pas statique, il est dynamique. Le droit évolue en fonction de l'évolution de la société. Et chaque société a ses droits en fonction de son évolution. Alors, pour revenir à la question d'abord de femmes, je pense que le droit de femmes doit évoluer en fonction de ce qui est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous voyons les femmes sortir de partout, les femmes qui travaillent, par exemple, les femmes qui supportent leur famille. Alors, priver ces femmes de leurs droits, ce serait comme si priver une grande partie de la société des droits qui leur appartiennent. Alors, je considère que on devait normalement tenir compte de la réalité d'aujourd'hui parce que, vous savez, dans une communauté rurale, par exemple, pour une femme qui supporte toute la communauté et cette personne n'a pas de droits comme les autres, ce serait comme
ce serait pas juste en fait. Ce serait privé d'un pilier, d'une personne qui constitue le pilier de la communauté. Vous la prenez, vous la mettez en dehors de la société et les autres qui ne foutent absolument rien, qui ne font absolument rien, vous leur accordez plus de droits que l'autre. Ce ne serait pas juste en fait. Moi, je pense que euh, les droits doivent avancer en fonction de l'évolution de chaque société en fait. Des sujets de société bien connectés à l'actualité, au réel, et des sujets sérieux aujourd'hui dans Plus proche de vous, mais c'est passionnant. Merci Junior de nous donner ton avis sur la question. On va marquer une nouvelle pause pour alléger un petit peu l'entrevue avec ton quatrième choix. Et là aussi, c'est encore un artiste, je crois, originaire du Congo, de la Oui, République démocratique du Congo. Youssoupha avec le titre Mon roi. oui, mon roi. Est-ce que tu me diras un mot sur cette sélection? Oui, Mon roi, c'est une chanson intéressante d'un père à son fils qui responsabilise son fils, qui lui donne des conseils, qui essaie de le motiver, qui essaie de lui dire ce qu'il est, comment il doit se comporter dans la société et qui naturellement apprend à son fils d'être lui-même en fait, de ne pas se laisser influencer par qui que ce soit, de respecter les autres tout en restant soi-même. Quelques notes de Mon roi Youssoupha tout de suite sur Choc. Ta mère va râler en découvrant ce texte. Elle dira que c'est trop cru, je la comprends, tu seras toujours bébé dans sa tête. C'est le genre de choses que je dois te dire depuis. Je vais faire genre, je suis philosophe alors que je suis grave bourré en boîte de nuit. La nuit, les enfants dorment et les rôles sont inversés. Les adultes redeviennent enfants, enfants à l'excès. Tout le monde a ses addictions, faut l'admettre. Choisis-en une seule qui devienne ton esclave et jamais ton maître. En vrai, c'est beaucoup mieux quand t'en as aucune. Comment gérer cette putain de vie en restant invaincu? J'en sais rien moi, j'ai que des conseils bien trop chiants. Comme tous les parents, je te les donne pour me donner bonne conscience. En gros, ne meurs pas, trouve l'amour et fais de l'oseille. Je vais pas te mentir, face à l'argent, on n'est pas tous pareils. Vu que c'est pas en travaillant dur qu'on devient riche en vrai. Sinon toutes les daronnes africaines seraient millionnaires. On te dira l'argent fait pas le bonheur. Mais la raison du plus fort est toujours la meilleure. Laisse pas la peur te mener à rien. Les gens trop lâches face à leurs rêves te dissuaderont de réaliser les tiens. Y a pas d'excuse à être un clandeur. Si tu peux pas faire de grandes choses, fais de petites choses avec grandeur. Quand tout ce que t'as construit s'écroule, je sais c'est l'enfer. Mais si tu l'as déjà fait une fois, alors tu peux le refaire. Voilà, on arrive à la dernière partie de l'émission Plus proche de vous avec Junior Mandoko, toujours dans Plus proche de vous. Junior, en 2020, tu as publié un autre ouvrage, si ma mémoire est bonne, Le droit fondamental d'être à l'abri de la faim en Afrique. Là aussi, on sent eh bien, ton intérêt, ta passion pour la lutte contre les inégalités, la lutte pour le droit à la personne et toujours ton intérêt, évidemment, pour le continent africain. Un mot sur cet ouvrage? Oui, en fait, je dirais, la continuité du premier ouvrage, parce que vous savez, l'appétit vient en mangeant. J'ai pris le goût d'écrire et Ouais. le deuxième ouvrage, c'est la continuité du premier ouvrage. Et là, maintenant, je suis en train de montrer l'importance des femmes et de la jeunesse. Je me dis, ben, pour lutter contre la faim en Afrique, il faut outiller ces femmes, il faut leur donner les droits qu'il faut, ben, les droits qu'elles méritent. Il faut améliorer leurs conditions, pardon, si on veut naturellement que les choses changent, parce que être à l'abri de la faim est un droit fondamental. Parce que, ben, vous savez, on ne peut pas travailler, on ne peut rien faire si on a faim, par exemple, on n'a pas mangé. Alors, c'est un droit fondamental et ce droit ne peut être garanti que si et seulement si on garantissait les droits des femmes, plus spécifiquement les femmes agricultrices. Alors, ces femmes doivent donc bénéficier des politiques, de la protection de la loi,
des politiques qui vont naturellement le permettre à pouvoir lutter contre la faim. Et tu mets en œuvre toi-même les préceptes que tu prêches. Tu es le fondateur d'un organisme à but non lucratif qui s'appelle PICO, Courage en Lingala. On en a parlé tout à l'heure, je crois. C'est un organisme qui vient en aide justement aux femmes agricultrices, c'est bien ça? Exactement, parce que c'est un projet, le projet MPICO, c'est un projet qui a commencé depuis, je m'excuse, depuis 2019. C'est un projet qui vise naturellement à venir en aide aux femmes agricultrices en leur offrant de l'éducation, donc l'entrepreneuriat, la formation pour permettre à ces femmes naturellement de pouvoir gérer leurs petites entreprises parce que c'est souvent, ce sont des petites agricultrices. Donc, elles font ça seulement pour subvenir à leurs besoins, besoins de leur famille. Alors, l'objectif d'Empico, c'est justement pour essayer de donner le moyen intellectuel parce que sur le plan financier, on n'a pas encore de moyens. Bon, c'est beaucoup plus sur l'aspect éducatif, comment développer son business dans le secteur de l'agriculture. Et nous avons connu des petites difficultés par rapport à la COVID parce que là, nos activités avaient un peu stoppé durant la période COVID parce que nous avions lancé quelques projets pilotes sur les terrains. Mais avec l'arrivée de la pandémie, tout était stoppé. On va relancer. Maintenant, là, on est en train de reconstituer l'équipe pour relancer les activités. Voilà, donc PICO, c'est un organisme sans but lucratif ayant pour objectif, comme je l'ai dit tantôt, à aider les femmes agricultrices. Donc, c'est la matérialisation de ce que j'ai dit dans les livres, dans les 2 livres, en fait. Et si on veut en savoir plus sur Pico, est-ce qu'on peut retrouver les coordonnées sur un site Internet? Actuellement, il y a une page qui est en train de se créer sur Facebook. La page, c'est la page de mon livre, 3 de femmes rurales en Afrique subsaharienne, qui aussi parle des activités d'Empico. Par contre, le site web est en cours. On est en train de voir comment est-ce qu'on pourra le mettre en ligne. Et pour contacter, s'il faut contacter, c'est à partir de moi, donc par courriel, très souvent, parce que je prends très rarement mon téléphone. Je suis souvent au travail, je suis toujours au travail, donc c'est un peu difficile. Donc, par courriel, par exemple, on peut garder contact avec les gens qui veulent bien soutenir le projet, l'idée. Sinon, c'est juste pour aider, comme je l'ai dit tantôt, aider les femmes. Et tout cet engagement, toute cette passion pour la justice, l'équité et venir en aide aux personnes qui en ont besoin, c'est, je crois, une des motivations qui ont fait que le Club canadien de Toronto, par le biais des prix Relève ON cette année, en 2023, il y a seulement quelques jours, tu as remis le prix Jeune Leader Inclusif. C'est un bel accomplissement. Tout d'abord, félicitations au nom de Choc FM. Merci beaucoup, Guillaume. Merci. On est très fiers parce qu'il faut le dire aussi pour nos auditeurs, tu sièges sur le CA de la coopérative radiophonique de Toronto et tu as été un ami de la radio Choc FM depuis longtemps. Tu as même créé des contenus, des chroniques, je crois, sur le droit à une époque. Exactement. Qu'est-ce que ça te fait en 2 mots, cet accomplissement, cette reconnaissance de ton talent, de ton travail sur le territoire ontarien? D'abord, je voudrais remercier, j'en profite d'ailleurs pour remercier Choc FM, parce que Choc FM m'a toujours soutenu. Et puis, comme tu l'as dit tout au début, on ne se connaît pas aujourd'hui, Guillaume. Donc, ça fait très longtemps que Choc FM a toujours fait la promotion de ce que je fais. Et pour revenir au prix, en fait, c'est pour moi une façon de reconnaître en fait ce que je fais depuis que je suis ici au Canada parce que je suis toujours impliqué
au sein de ma communauté ou de la communauté francophone en général. Au regard de tout ce que j'ai pu réaliser, je sais que je n'ai encore rien fait. Je suis en train de continuer à rêver. Donc, c'est juste une reconnaissance en fait. C'est une reconnaissance par rapport à tout ce que j'ai pu réaliser jusqu'à date. Et voilà, donc, je ne sais. Ben, c'est ça en fait, c'est la reconnaissance et j'en suis fier et je tiens aussi à remercier le club canadien de Toronto d'avoir réalisé ces concours pour naturellement motiver, encourager les jeunes à prendre la relève et à continuer la lutte pour le français au Canada et en Ontario. Donc, la relève est là. Nous sommes prêts pour continuer la lutte pour naturellement nous affirmer en tant que Franco-Ontariens. Il est Modeste Junior Mandoko, chercheur, juriste, essayiste, enseignant et bien d'autres choses encore. On te souhaite beaucoup de succès dans tout ce que tu entreprends. Un grand merci d'avoir été mon invité pour Plus proche de vous. On va se laisser avec ta dernière sélection. C'est Fally Ipupa avec le titre Bloqué. Pourquoi avoir choisi ce titre pour finir? C'est pour danser, c'est la fin. Ah voilà, on va danser alors, quelqu'un note positive. C'est le son, la chanson en fait, c'est une chanson, c'est un tube d'été. Donc c'est pour la danse. Vous savez, chez nous, on danse un peu trop là au Congo. On aime danser, c'est pas qu'on ne travaille pas, mais on aime danser. C'est juste la joie, c'est vendredi. Et j'ai bien voulu finir l'émission avec un peu de danse. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi la chanson. Et voilà, donc c'est pour finir en bonne humeur. Et voilà, on va danser, bouger un petit peu, se détendre. Merci beaucoup, Junior Mandoko, sur les ondes de choc. Merci beaucoup, Guillaume. James Bond, Didier Drogba, Drogbatitude, salut. Presnel Kimpembe, Eladji Diouf, Rigobert Song, coach. Allons-y, on n'a peur de rien, on est confiant. Et moi j'ai un mental